Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Pixels Café. Alors aujourd'hui nous allons partir sur un sujet qui n'est pas directement du jeu vidéo mais qui est un élément parallèle très important qui est la presse vidéoludique. Alors par souci je pense d'information on va rester dans l'espace francophone. Pour cet épisode je suis avec Tomario. Salut. Avec Dr D. Hello. Et avec Umut. Adieu. Et je suis Samsam et je vous souhaite bonjour. Alors, on va me dire adieu. Ça va devenir de plus en plus long. Adieu. Ton temps se raccourcit en même temps. Tu as quel âge aujourd'hui? 14. alors 14 épisodes avant que je meure, du coup, avant que je disparaisse. On dirait le décompte de Majora's Mask. Alors, démarrons le sujet. Moi, je pense que c'est un sujet qui est aujourd'hui assez problématique, la presse, parce qu'effectivement, l'industrie vidéoludique, c'est une industrie très grande. C'est une industrie, probablement, c'est la première industrie culturelle en termes de masse en termes d'argent. Et pourtant, c'est une industrie qui est très pauvre d'un point de vue de la presse. Très pauvre, pas en termes de quantité, mais plutôt, je pense, en termes de qualité. C'est un jugement personnel que je lance. On sera peut-être pas d'accord sur le sujet. Tu n'es pas d'accord, n'est-ce pas? Et donc, je pense, enfin, maintenant, si je vais démarrer directement avec un sujet qui est, à mon avis, aujourd'hui, un seul groupe de presse qui s'est permis de tout racheter en France, qui s'appelle Webedia, hein, peut-être que vous avez été au courant, qui a racheté les Web TV, qui a racheté JVC, qui a racheté Allociné, et qui crée finalement, je pense, une situation très problématique qui est une espèce de monodiscours, de discours souvent très peu critiques où on a de la peine un peu à vraiment relever des défauts, on a de la peine à vraiment avoir une vraie honnêteté journalistique qui serait nécessaire, je pense, avec le jeu vidéo et qui à mon avis, biaise un peu les jugements. Oui, alors du coup, ça tombe bien que c'est un peu ça que je voulais aborder tout de suite. C'était jeuxvideo.com. Moi, c'est vrai que un peu moins ces temps parce que je le suis sur mon application mobile et puis qui est devenu un véritable enfer depuis quelques mois là, donc je ne suis plus tellement. Mais à l'époque, j'allais checker plusieurs fois par jour jeuxvideo.com justement sur mon attel pour me tenir à l'actualité. Mais ce que j'aime préciser à chaque fois, c'est que je me tenais au courant de l'actualité. J'allais pas chercher les jugements de valeur qu'il y avait sur le site. Les tests m'intéressaient pas spécialement. S'il y avait des avis qui étaient donnés, ça m'intéressait pas. Moi, j'allais sur jeuxvideo.com pour obtenir les informations, savoir qu'est-ce qui avait été annoncé aujourd'hui, quel est le contenu du nouveau DLC ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que je trouve que jeuxvideo.com, ça a toujours été un site qui était assez fort là-dedans parce qu'il me semble que c'est assez exhaustif. Il me semble que une grande partie des news y sont. Par contre, justement, moi, c'est pas là où je vais avoir du plaisir à lire mes news, c'est plutôt, je suis des youtubeurs, je sais même pas si on peut appeler ça des youtubeurs, mais je suis des critiques de presse qui s'appellent Game Explain, qui sont américains, et eux ont déjà un principe assez intéressant, c'est qu'ils partent du principe, ils le disent, ils le scandent depuis qu'ils ont commencé, qu'ils ne sont pas objectifs. Et je trouve que c'est vachement intéressant parce que justement, eux, ils vont donner, quand ils vont donner leur avis sur un jeu, ils vont dire voilà, moi j'ai aimé ou moi j'ai pas aimé. Ils vont pas dire c'était bien parce que. Ils vont juste dire moi ça m'a plu et ça m'a pas plu. Puis je trouve qu'ils ont souvent des très longues discussions sur des jeux, sur des trailers et tout, et c'est vraiment intéressant parce que on sent que les gens sont passionnés puis qu'ils donnent leur avis. Puis des fois ils sont pas du même avis que moi, mais c'est pas grave parce que on sent qu'il y a vraiment un débat qui est lancé entre eux. Et c'est vraiment intéressant. Puis ça, c'est vraiment de l'actualité, de la presse comme je l'apprécie. Alors, effectivement, le gros problème que j'ai avec la presse vidéoludique actuellement, en tout cas, si jamais on parle de jeuxvideo.com, même à peu près tous les autres sites ou journaux, c'est que ils se montrent, entre guillemets, comme étant objectifs, mais c'est souvent des fans de quelque chose et ce sera forcément très subjectif ce qu'ils disent, que ce soit dans les tests, mais dernièrement dans jeuxvideo.com, comme pour les news d'ailleurs. J'ai vu ces derniers temps, vu que je suis leur page Facebook, ils faisaient genre une news, genre un truc qui est monstrueux.
genre, je sais pas, genre Nintendo, genre il fait un cadeau aux fans ou je sais pas quoi, puis en fait, c'est du genre, ils disent qu'il y aura peut-être un jeu qui va sortir, mais qu'on est même pas sûr. Putain, en mode, excusez-moi, mais il est où votre journalisme là? Je veux dire, 20 minutes fait mieux à ce stade. Ouf, alors franchement, des fois, c'est vraiment la tristesse, hein, jeuxvideo.com. Et je regrette vraiment, du coup, un journal qui, enfin, alors, évidemment, je pense qu'on pouvait toujours faire mieux, mais qui était déjà vachement bien et que j'arrive plus à retrouver. Bon, j'arrive plus à retrouver le journal, évidemment, vu qu'il a cessé d'être produit, mais j'arrive plus à retrouver un journalisme aussi bon que ça. C'était le magazine In-Game, qui était juste abrégé en IG, qui parlait vraiment du jeu vidéo, mais un peu sous tous ses aspects. Il parlait pas simplement l'actualité, même si jamais il le faisait. Bon, avec un peu de retard, parce que le journal sortait tous les 3 mois, à peu près. Mais il faisait aussi des tests, parce que tous les journaux qui parlent de jeux vidéo en font. Mais à chaque fois qu'il faisait des tests, il disait bel et bien ceci est la vie de la personne qui y a joué. Et il parlait aussi simplement du jeu vidéo en général. Il développait des théories, il commençait à critiquer le jeu vidéo, à questionner un peu le rapport des gens au jeu vidéo. C'était vraiment... j'étais pas forcément d'accord sur tout ce qu'il disait, mais il y avait vraiment des trucs qui étaient très intéressants. Typiquement, dans un article, ils ont passé quelque chose, enfin dans un de leurs numéros que j'ai encore, ils passent quelque chose comme 30 pages à démentir les gens qui disent que le jeu vidéo rendrait violent. Et c'est une argumentation qui était en tout cas de qualité, il y avait des exemples, c'était assez bien fourni. Et personnellement, c'est un truc que je regrette parce qu'aujourd'hui, en fait, le gros problème, c'est que vu que la presse, elle est sur Internet et que beaucoup des plus gros groupes qui parlent de jeux vidéo sont basés sur des sites Internet, le truc, c'est qu'on veut faire dans le sensationnel. On veut qu'il y ait des clics, on veut qu'il y ait des vues, on veut que les articles marchent. Et du coup, on fait dans le sensationnel, des fois dans le sensationnel pour pas grand-chose. Et je trouve que du coup, on perd énormément en une qualité et en une honnêteté journalistique. Et je trouve ça vachement dommage. Je fais juste une micro-parenthèse, je trouvais bien d'ailleurs sur certains de ces magazines, quand il y avait un immense jeu qui sortait, genre un nouveau Zelda ou un nouveau Mario, moi je suivais pas mal d'actualités de magazines et puis il y avait souvent dans certains plusieurs avis pour le même jeu. Je trouvais ça intéressant parce que justement t'avais un jeu qui était un gros succès, puis plutôt que de faire un test d'une personne qui est méga fan du truc, ils avaient 3-4 personnes qui faisaient leur test et qui donnaient une note, et puis souvent c'était pas la même note, ou souvent c'était la même pour montrer qu'ils étaient unanimes, ou bien justement pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord. C'était intéressant. IG faisait ça justement. Ouais, voilà, en tout cas pour les très gros jeux, après les plus petits, ça y en avait un seul, mais fou, pour les nouvelles sorties, ils faisaient ça effectivement. C'était vachement bien. J'ai envie de rebondir sur beaucoup de choses qui ont déjà été dites. J'avoue que ça va prendre un certain temps si je m'attaque à tout. Bon, on va se prendre un café, les gars. Tout à fait, allez-y. Le premier point qui est important, c'est de se rappeler pourquoi est-ce que maintenant la presse est essentiellement sur Internet et n'appartient quasiment plus qu'à un groupe. C'est parce qu'Internet a tué la presse vidéoludique. Et pourquoi est-ce qu'elle l'a tué? Pour y répondre, il faut se poser une autre question qui est en amont de tout ça, c'est à quoi répond la presse, à quelle fonction la presse répond. Oui, quel est son but? Quel est son but? Oui, ma phrase n'avait pas vraiment de sens. Et là, on va avoir vraiment une variété de fonctions de la presse vidéoludique qui va être extrêmement riche et qui s'est malheureusement perdue au fil du temps. On parlait tout à l'heure de la question de l'indépendance et de la subjectivité de la presse actuelle. J'ai envie de prendre un parfait contre-exemple de la presse d'antan pour dire que des fois c'était extrêmement orienté. Il y a un journal qui est un des journaux les plus traduits et néanmoins les plus lus aussi, mais qui est ultra orienté évidemment, c'était le Club Nintendo. Je suis sûr que Tomario va beaucoup réagir face à ça, puisque c'était en fait le journal officiel de Nintendo. Il s'agissait non pas je suis désolé pour eux, mais non pas vraiment d'un pur et véritable journalisme, mais bien de promotion et de propagande pour les produits Nintendo par Nintendo. Ce qui était un excellent moyen de visibiliser d'ailleurs ce qui allait sortir vis-à-vis d'un public plutôt jeune.
Et ça marchait très très bien. Et Nintendo n'a pas raté son coup de com à l'époque où ça marchait. Malheureusement pour le cas de la Suisse, au bout d'un certain temps, ils ont simplement décidé qu'ils n'allaient plus le traduire. Ce qui fait qu'on l'a reçu encore pendant quelques mois si on était abonné en allemand, ce qui évidemment nous a gavé, nous autres petits francophones que nous sommes. Mais alors c'est intéressant, là je pense qu'on a soulevé quand même beaucoup de problématiques. Donc moi la première sur laquelle j'aimerais aussi rebondir, c'était donc on a vite une tendance à dire le journaliste doit être objectif versus subjectif. Ce qui m'étonne beaucoup avec la presse vidéoludique, et j'ai l'impression qu'on commence à se reposer des questions qui depuis bien longtemps ont été résolues par la presse, n'importe quelle autre presse, la presse écrite d'actualité, ne serait-ce même la presse de cinéma. La question n'est pas de savoir s'il faut être objectif ou subjectif. La question c'est surtout de l'honnêteté. Le subjectif, il est de quoi qu'on veuille, il est présent au sein d'un écrit. Les journalistes sont parfaitement au courant et l'assument parfaitement. Il s'agit surtout de traiter l'information de manière objective. C'est-à-dire que l'information qui est prise, elle n'est pas achetée auprès de... C'est pas un éditeur qui va caresser dans le sens du poil le journaliste ou inversement pour essayer d'obtenir des faveurs, etc., avoir de meilleures notes, avoir des meilleurs tests. Mais l'honnêteté veut que le journaliste donne à son lectorat ou à ses auditeurs une certaine une impression, une bonne impression, mais qui fait son travail où il n'est pas au service d'une cause, et il fait vraiment un travail d'information, un vrai travail d'information avec un vrai travail critique derrière. Ce que je trouve qu'on a beaucoup de mal à trouver. Et à mon avis, il y a deux raisons face à ça. Et la première raison, c'est que le jeu vidéo a quand même toujours été marginal dans les médias dominants, que ce soit la presse écrite. Enfin, aujourd'hui, on commence à avoir un peu des gros groupes de presse qui commencent à se réintéresser gentiment au monde numérique et ainsi de fait au monde du jeu vidéo. Venant de la part du service public, on ne peut rien espérer, hormis que maintenant, par exemple, en Suisse, on a un très bon exemple où Couleur 3 nous offre une émission qui s'appelle Point Barre, qui va même arriver, va être filmée, et où on a enfin, j'ai envie de dire, une petite bouffée d'air, mais c'est vrai que c'est très difficile de trouver dans les médias traditionnels qui ont pourtant cette tradition du journalisme qui pourrait apporter beaucoup, je pense, à la presse vidéoludique. C'est très difficile d'y trouver ce genre de thème qui soit traité. Et enfin, après je laisserai rebondir sur ce que je dis. Enfin, le point, moi je pense qui à mon avis est très important, c'est surtout aussi l'accès à l'information. Il est vrai que le travail du journalisme, avant tout, c'est un travail de recherche de l'information. Et effectivement, pour trouver l'information, c'est dans le monde du jeu vidéo, c'est souvent au bon vouloir des éditeurs. Et les éditeurs, ils vont souvent donner l'information en ayant souvent, je sais pas moi, un passe-presse avec beaucoup de gentils petits avantages pour les journalistes, tel payé, et tout. Et c'est vrai qu'effectivement, le journaliste qui est pas nécessairement professionnel dans son domaine, dans le monde du jeu vidéo, c'est vite des amateurs qui se sont retrouvés à propulser un peu journalistes de jeux vidéo, n'ont peut-être pas le recul nécessaire pour appréhender correctement ces cadeaux et dire que finalement ces cadeaux ne doivent pas doivent faire vraiment très attention que cet emballage est là surtout pour aussi que l'éditeur achète un peu une opinion favorable. Alors j'allais parler de ça justement, j'allais dire justement qu'une des raisons pour laquelle la presse vidéoludique est entre guillemets aussi mauvaise, c'est aussi principalement à cause des développeurs, parce qu'ils ne se gênent pas, pas forcément d'acheter leur revenu directement, mais d'influencer fortement les gens pour avoir des reviews positives. Je suis pas forcément sûr. Si jamais vite fait, nous on a pu tester Horizon Zero Dawn. On avait des petits fours, on a pu jouer dans une salle de cinéma, c'était beau. Personnellement, j'ai un peu vu au travers du truc, évidemment, on avait de la bonne bouffe, tout ça, on était invités, c'était un grand écran. Mais ça fait effectivement, déjà ça, c'était des gros cadeaux, entre guillemets, mais on peut aussi facilement imaginer des gens qui font carrément des soirées. On a qu'à regarder, je vais prendre un exemple que j'ai vu sur YouTube, c'était les youtubeurs Link et Terracid, qui se sont fait inviter par l'équipe de Just Cause 3, avant sa sortie. Ils se sont fait inviter en Sicile pour genre une semaine de voyage où ils faisaient des trucs trop cool, ils faisaient du base jump, ils faisaient tous les trucs qu'on peut faire dans le jeu. Du coup ils ont sorti ensuite une vidéo là-dessus. Donc du coup on peut très bien s'imaginer que si jamais il y avait un journaliste qui a fait ça,
son avis ne sera pas forcément très honnête, disons. Et évidemment, le problème c'est qu'au moins dans le cas de l'Enquête Acide, ils ont montré, ils ont filmé, ils faisaient trop des trucs cool, tout ça. Donc du coup, on peut s'imaginer très bien que si jamais ils disent que le jeu il est trop cool par après, donc il y a eu probablement une influence extérieure. Mais la plupart des journalistes, en tout cas dans les tests que j'ai pu lire, que ce soit dans les journaux ou bien sur internet, mais ils ne disent pas comment est-ce qu'ils étaient traités par les développeurs. Ils ont juste dit on a été invités et ensuite on a joué au jeu. Ce qui du coup souligne de nouveau le manque d'honnêteté du coup de la part de la presse vidéoludique. Bon, après là c'est un petit peu... Ça, c'est ouais, enfin pour moi je l'ai vraiment... Au contraire, oui, alors moi je l'ai sorti et puis je l'ai dit, tu vois, quand on a été invité par Sony, j'ai dit c'était chouette, on a pu jouer sur un grand écran, on s'est fait chouchouter, et je pense là c'est pas tellement une volonté d'acheter, c'est plutôt une volonté d'avoir du respect pour le... Après le base jump et tout ça je suis d'accord avec toi. Après avoir boisson à discrétion et puis petit four, je trouve que c'est assez normal quand tu te déplaces à l'autre bout de la Suisse pour tester un jeu, tu vois. Je pense que c'est important de se faire chouchouter. Franchement, moi si je m'étais fait accueillir à un coup de pompe dans le cul, j'aurais juste eu envie de leur dire les gars, votre jeu j'ai pas envie de le tester, quoi, c'est tout. Mais enfin voilà, c'est un peu... Si on te donne le jeu, t'as pas à faire de chichi, mais si on t'invite à y jouer, c'est bien d'être traité de la bonne manière, je trouve. Après, c'est sûr, si on vient t'offrir des choses absurdes du genre du base jumping, ça c'est vrai, c'est absurde, on est d'accord. Il s'agit quand même de rappeler une tension du système entre le média vidéoludique et le distributeur. C'est que on a un intérêt commun entre journal vidéoludique et distributeur à ce qu'on parle des jeux vidéo. Déjà parce que pour vendre, que ce soit du temps de cerveau disponible ou que sais-je, suivant quel est le moyen de financer le journal, on a besoin d'attirer des lecteurs. Et du côté des distributeurs, il y a un intérêt à visibiliser les produits qu'on veut vendre, mais il y a quand même une tension réelle qui existe. Et il faut rappeler que certains distributeurs peuvent être assez mécontents si on assassine régulièrement leurs produits, au point que la crainte de ne plus recevoir les jeux en service de presse et donc de ne plus avoir de matière pour produire des articles reste en filigrane comme une épée de Damoclès. Chose qui par exemple n'est pas permis dans le monde du cinéma. N'importe quel groupe de presse, qu'importe son avis, aura accès au visionnage presse. Du moment que tu as une carte de journaliste, tu dois être accepté, toi et ton journal, dans un visionnage presse. Tu ne peux pas refuser un accès anticipé pour des raisons de mauvais avis, etc. Tu ne peux pas choisir tes journalistes. Ici et maintenant, mais si on prend un exemple qui sort du domaine des jeux vidéo, ne plus avoir accès à l'information parce qu'on n'est pas en relative connivence avec la partie qui a quelque chose à présenter, on en a eu un exemple qui est quasi historique et encore très actuel avec l'administration Trump. Oui. Donc c'est un problème qui dépasse largement la question des jeux vidéo. Mais je pense que le jeu vidéo a encore un autre peut-être souci, et effectivement qui à mon avis appauvrit le travail journalistique, c'est aussi que le jeu vidéo est encore aussi très en marge des sphères académiques, des sphères d'études, et souvent ce manque d'outils critiques que peut proposer ce genre d'approche se fait ressentir aussi dans les articles. Les articles ont souvent très peu de choses à dire sur certains jeux, ou bien tournent autour des mêmes éléments. On ne rentre pas généralement dans des vraies questions ou dans des questions plus profondes qui pourraient vraiment amener des débats de fond, des débats peut-être beaucoup plus d'actualité ou bien beaucoup plus problématisants que ce qu'on a tendance à voir, où on évite un peu à faire la revue bande-son, personnages, narration, etc. Et pourtant, la presse vidéoludique a été forcée d'évoluer, parce que quand je disais que Internet a tué les journaux spécialisés, Internet les a tués pour une raison bête et méchante, c'est qu'une des raisons principales pour lesquelles on pouvait acheter assez régulièrement des journaux vidéoludiques, c'était notamment pour avoir accès aux solutions, trucs et astuces sur les jeux, puisque là aussi il y avait une certaine connivence entre la presse et les créateurs de jeux qui créaient volontairement de la difficulté avec des possibilités de cheat ou alors la nécessité de solutions pour faire vendre toute une série d'autres produits.
on a eu une espèce d'économie nouvelle qui a émergé avec certains développeurs comme Square qui se sont carrément achetés des éditeurs de solutions. C'est une évolution qui fait que la presse a perdu une partie de sa fonction aussi. Et puis avec Internet, c'est difficile de rivaliser si les gens ne cherchent que l'information pour avoir moyen d'avancer dans leur jeu. Bah, tu l'as dit, du coup, je pense que c'est assez clair, c'était mieux avant. Voilà. Oui. Merci. Les problèmes sont soulevés, il ne nous reste plus qu'à les résoudre. On vient de le faire. On vient de le C'était mieux faire, c'était mieux avant. Merci beaucoup. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, pixels-association.ch. J'étais avec Tomario, Dr D, Ante et moi-même, Sam, et nous vous souhaitons une très bonne semaine. Tchou tchou, à bientôt.